Alors, cette fois, il ne s'agit pas d'un peu de maths, mais d'infos. Donc, la correction du TP5 sur l'introduction aux bases de données, en fait, l'introduction surtout au langage SQL. Il s'agit donc d'interroger des bases de données. Donc, la première chose à faire, évidemment, c'est d'avoir des bases de données à consulter, sinon on ne peut pas aller regarder ce qu'il y a dedans. Et donc, la première chose à faire, c'est la commande pour créer une table. Donc ici, vous voyez que en vert, vous avez le mot-clé, je pense, qui est assez transparent, qui nous permet de créer une table. Ensuite, vous avez le nom que l'on va donner à la table. Et ensuite, on va expliquer comment cette table est faite. Donc il y aura un premier champ qui sera le champ nom, qui sera du texte. Un deuxième champ qui sera le prénom, qui sera du texte. Et une classe, un troisième champ qu'on va appeler classe, qui sera aussi du texte. Vous remarquez que la commande se termine par un point-virgule. J'exécute, on ne voit rien, mais ici il y a un petit 1 qui s'est mis, il n'y a pas eu de message d'erreur, donc a priori la commande a bien été exécutée. Une table a été créée, une table qui ne contient rien du tout. Ensuite, donc, on va insérer dans cette table un premier enregistrement, donc une série de 3 chaînes de caractères, un nom, un prénom, une classe. Là aussi, on ne voit rien, mais pourtant le petit 2 indique qu'il s'est passé quelque chose et il n'y a pas eu de message d'erreur. Je vais quand même expliquer la commande. Donc insert into, on va insérer dans la table qui s'appelle élève, que l'on a créé juste au-dessus, les valeurs suivantes, donc que j'écris ici entre parenthèses, point virgule à la fin comme pour toutes les commandes SQL. Et comme j'ai 3 chaînes de caractères, elles sont entre guillemets. Attention, si ce ne sont pas des chaînes de caractères, si ce sont des nombres, puisqu'en fait vous n'avez que 2 types de valeurs à savoir manipuler, texte et integer, donc qui représentent les nombres entiers. Eh bien, si c'est du texte entre guillemets, si c'est un nombre entier, dans ce cas-là, on ne met pas de guillemets. C'est exactement comme en Python, quand vous écrivez une chaîne de caractères, elle est entre guillemets. Quand vous écrivez un nombre, vous ne mettez pas les guillemets, ça marche pareil. Maintenant que j'ai créé une table et que j'ai mis des premiers enregistrements dedans, on va essayer d'aller regarder ce qui se passe. Et c'est la commande select qui fait ça. Donc comme on en a déjà parlé évidemment en TP, je vais détailler un petit peu plus que ce qu'il y a ici. Donc select le étoile qui veut dire tout. Je vais sélectionner tout dans la table qui s'appelle élève, et là aussi je termine avec un point-virgule. J'exécute, et vous voyez que là cette fois il y a une sortie, puisque j'ai demandé d'aller rechercher des informations dans la table, et ce sont bien les informations que j'ai enregistrées. Écrire les commandes permettant d'insérer votre nom dans la table précédente, puis à afficher à nouveau la table. Donc je vais faire un insert into, un petit copier-coller, alors je vais pas... Voilà, je mets mon nom à moi. Bon, je me mets aussi dans la classe CG2, peu importe. Et donc, je veux un affichage, donc je fais un select étoile. From élève. Je lance ça, et vous voyez qu'il y a bien un deuxième enregistrement qui s'est mis. Parfois, on est amené à modifier la structure d'une table que l'on a créée. On a créé une table, et puis après on se rend compte que finalement, eh bien, c'est pas tout à fait ce que l'on voulait. Donc pour ça, on va altérer la table. Alter, ici, pour dire qu'on va modifier la table élève. Et alors, je ne sais pas pourquoi le add ne se met pas en vert, mais en théorie, il devrait. Je vais ajouter un champ qui sera le champ âge du type integer. Et je demande à nouveau l'affichage de ma table. Donc, vous voyez que âge se met et il y a nul. Alors, c'est pas nul être égal à 0 comme le sens mathématique du mot nul. D'ailleurs, vous remarquez qu'il y a 2 L à nul. Nul, ici, c'est un terme informatique qui signifie vide. Donc, les 2 enregistrements, pour le champ âge, ont vide. Et vide, on n'écrit pas rien dans la case, on écrit nul pour dire que c'est vide. Évidemment, maintenant qu'on a modifié la structure de la table, on peut avoir envie de modifier les valeurs qui sont dedans. Ici, notamment, de donner un âge à ces 2 personnes. Donc, pour ça, on va faire un update de la table. On va mettre à jour la table élève, et on va mettre
l'âge à 19. Alors évidemment, si je mets juste ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'âge sera mis à 19 partout. Or évidemment, on a envie de distinguer, de ne pas forcément mettre le même âge à tout le monde. Et donc on va préciser une condition. On va lui dire de mettre l'âge à 19, pas partout, mais uniquement là où, c'est ce que signifie ce where en fait, hein, c'est vraiment, je trouve, très transparent comme langage, where non égale à manche. Donc là, on ne va faire que cette modification-là. Alors si on veut, on peut modifier plusieurs choses. Alors hop, pourquoi il ne l'a pas mis à la ligne, j'en sais rien. Voilà, c'est bon. Hop. Ou alors, si j'ai envie, je peux changer. Alors évidemment, c'est très sensible à la casse. C'est-à-dire que si vous faites une faute d'orthographe, ou alors vous ne mettez pas les mêmes majuscules, les mêmes minuscules, l'ordinateur pensera que ce sont des chaînes de caractères différentes, donc n'appliquera pas votre modification, votre mise à jour demandée. J'exécute, et vous voyez que là, les deux personnes, cette fois, ont un âge, l'âge que j'ai spécifié. Ici, donc on a fait ces modifications et on n'a pas eu trop de problèmes parce que on avait peu de données dans la table. Et comme on avait peu de données, il était facile d'identifier de façon unique chacun des enregistrements, soit par le nom, soit par le prénom, puisque les deux étaient différents. Cela étant, si on avait voulu identifier par la classe, ça ne marchait pas, puisque là, j'ai mis les deux dans la même classe. Pour pouvoir être sûr d'identifier de façon unique chaque enregistrement, eh bien, on va ajouter, pas forcément, mais on va utiliser ce que l'on appelle une clé, et notamment ici une clé primaire qui va identifier de façon unique chacun des enregistrements. La plupart du temps, ce que l'on fait, c'est qu'effectivement, on va rajouter un champ de clé primaire, souvent avec un identifiant. Alors on dira que c'est une clé artificielle, hein, mais de cette façon, on sera certain que nos enregistrements peuvent être identifiés de façon unique. Parce qu'ici, évidemment, si par exemple il y avait eu deux personnes qui avaient le même nom ou le même prénom, on aurait été un petit peu embêté. Il aurait fallu faire un where plus compliqué, ou alors si jamais on tombait sur deux personnes avec le même nom, le même prénom, là ça serait vraiment embêtant, on n'aurait pas pu distinguer les deux. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va commencer par vider la table pour pouvoir la modifier, parce que on ne peut pas ajouter une clé primaire à une table qui n'est pas vide. Donc on va commencer par effacer les enregistrements. Donc là aussi, le where sera important, et notamment pour effacer, on comprend que c'est vraiment primordial de pouvoir accéder de façon unique à chaque enregistrement. S'il y a deux enregistrements qui sont les mêmes, eh bien, ils sont effacés tous les deux. Donc là, je vais effacer dans la table élève l'enregistrement pour lequel le nom est égal à manche. Je lance, et vous voyez que, effectivement, cet enregistrement-là a bien été effacé. Et là, aligné avec votre nom, hop, là je vais faire un copier-coller. Voilà, et il ne s'affiche rien. C'est normal puisque ma table, elle est vide. Évidemment, on peut, si on veut, tout effacer d'un coup, ce qui peut être intéressant, notamment ici, puisqu'on voulait effacer toutes les données de la table. Hein. On peut mettre directement delete from élève, sans préciser de where, et là, tous les enregistrements sont effacés. Cela étant, là, on est à un point où la table est vide, mais elle existe toujours. Et donc, on ne peut toujours pas la modifier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer la table avec la commande drop table. Alors, en fait, on aurait pu utiliser directement ce drop table tout de suite, puisque quand on supprime une table, on supprime à la fois la structure, mais aussi toutes les données qu'elle contient. Donc cette simple commande aurait suffi. Voilà, donc là aussi, il n'y a rien qui s'affiche.
Cela étant, si je voulais derrière afficher la table élève, il me répondrait que c'est pas possible puisqu'elle n'existe pas, normal, je viens de la supprimer. Et donc, on va maintenant recréer la table, mais en ajoutant un nouveau champ qui n'apporte aucune information en termes de nom, prénom, classe, mais qui va nous permettre d'identifier à coup sûr de façon unique chacun des enregistrements. Donc je recrée une table, comme on l'a fait un petit peu au-dessus. Et donc je retrouve mon nom, mon prénom, ma classe, et cette fois je mets l'âge directement. Hein, et j'ajoute cette chose-là. ID, donc un ID, un ID, un identifiant, qui sera un integer, donc un nombre entier, note nulle. J'interdis que ce champ-là soit vide. Il devra obligatoirement être renseigné. Et je précise que c'est ma clé primaire. Le fait de le préciser, ça va obliger la machine à vérifier qu'à chaque enregistrement nouveau que l'on va inscrire dans la base de données, eh bien, l'identifiant que l'on donne à cet enregistrement n'est pas déjà pris. Et si jamais l'enregistrement est déjà pris, il nous dira une erreur. Voilà. On peut également, alors ça c'est la syntaxe qui est utilisée par SQLite qui est derrière Capital, mais il y a d'autres moteurs SQL et certains utilisent la syntaxe qui est ici. Donc on dit qu'on a un entier non nul et on dit que la clé primaire c'est le champ ID à la toute fin. Remplir un enregistrement dans cette nouvelle table et la faire afficher. Donc hop, je vais reprendre un insert into. C'est pas interdit de faire des copier-coller. Sauf que, si je fais ça, il va me dire que ça ne va pas. Et pour cause, je n'ai pas rempli l'id et je n'ai pas rempli l'âge. Donc je vais mettre un id, je vais mettre 1 par exemple. Et puis âge, je vais mettre le même que tout à l'heure. Donc tout c'est bien rempli. Mais évidemment, cet identifiant, alors quand on a 2 enregistrements à faire, gérer tout seul l'identifiant, c'est pas un problème. Quand vous avez 2000 enregistrements, c'est plus compliqué. On peut, si on le souhaite, faire en sorte que la machine remplisse toute seule cet identifiant. On ne va pas le gérer. On va laisser le soin à l'ordinateur de gérer cet identifiant, qu'il soit incrémenté tout seul, et comme ça, on se retire une épine du pied. Donc, supprimer la table et la recréer avec l'option auto-increment. Donc, supprimer, c'est un drop table. Voilà. Ensuite, je vais créer la table avec une option supplémentaire qui est l'option auto-increment. Auto-increment. OK. Et puis, je vais juste refaire, c'est ce qu'on me demande. La table a été recréée. Le problème, c'est que quand je vais maintenant enregistrer des valeurs dedans, ici, si je ne mets pas cette... je ne mets pas le 1, il va me dire, je ne donne pas le bon nombre de valeurs. Et nous, ce que l'on veut, c'est que ce 1, justement, on n'ait pas à le mettre. On peut faire ça, on n'est pas obligé de remplir tous les champs. Et pour ça, on va modifier légèrement le insert into comme c'est écrit ici. Donc, insert into, dans ma table qui s'appelle toujours élève, je vais juste remplir les champs que je précise. Donc nom, prénom, classe et âge. Je ne remplis pas l'id, il va se remplir tout seul. On met les valeurs qui vont bien, et ensuite, je peux lancer ça. Vous voyez que l'identifiant ici s'est rempli tout seul. On peut remplir les choses une par une, on peut aussi en mettre plusieurs, et dans ce cas-là, ce que l'on fait, c'est qu'on met nos groupes de valeurs, comme c'est fait ici, entre parenthèses, séparés par une virgule. Alors attention, il y en a pas mal d'entre vous qui ont eu des problèmes, alors traditionnellement avec les parenthèses, on en oublie, on n'en met pas assez, on en met trop, ça c'est un grand classique, mais aussi un mélange entre les virgules et les points-virgules. Entre les points-virgules, c'est facile, on ne les met qu'à la fin des instructions. Comme ça, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, et le reste, ce sont des virgules. Donc là, on enregistre 2 champs supplémentaires. Hop. Voilà, donc vous voyez que nous, on n'a rien précisé, et l'ordinateur, tout seul,
Ami 1, 2, 3. L'intérêt des bases de données, c'est pas d'avoir qu'une seule table, hein, sinon on remplirait bêtement un fichier Excel et ça irait très bien. L'idée, ça va être de jongler avec plusieurs tables. Ajoutons à notre base de données une seconde table contenant les villes de résidence des étudiants. Les champs seraient nom, département, distance en kilomètres depuis mot. Alors évidemment, on ne va pas leur donner exactement ces noms-là, mais les champs auront cette signification-là. Créer cette table et y insérer les choses. Bon, très bien. Donc, on va créer une table que je vais appeler par exemple ville. Et pour créer une table, vous voyez qu'il suffit ici de mettre entre parenthèses les champs que l'on va mettre. Donc, il nous faut le nom, qui sera du texte, le département. Alors, évitez les accents et les caractères un petit peu bizarroïdes. On peut en mettre, mais il vaut mieux éviter. Qui sera, si je regarde bien le département, on peut mettre un integer. Ensuite, la distance. Alors, j'écris pas distance en kilomètres depuis mot, j'écris juste distance, qui sera aussi un integer. Quelle pourrait être la clé primaire de cette table? Là, on est un petit peu embêté parce que le département, clairement pas. La distance, on peut avoir plusieurs villes qui soient à la même distance de mots, donc ça ne marche pas non plus. Si je fais département et distance, là-dedans, on peut très bien avoir dans le même département plusieurs villes qui soient à la même distance de mots, donc ça ne marche pas non plus. Une clé primaire, il n'y a pas obligation que ce soit un seul champ. On peut avoir une clé primaire qui recouvre plusieurs champs. Le nom de la ville, ça pourrait marcher, mais en France, il y a plusieurs villes qui portent le même nom, et ça, c'est très embêtant. Donc là-dedans, on est obligé, je pense, il y a peut-être moyen de faire autrement, mais le mieux, c'est là aussi de rajouter un identifiant que je vais appeler par exemple ID ville, qui sera un integer non vide, clé primaire et auto-incrémenté. Auto-incrément. Si je l'écris pas bien, ça va pas marcher. Voilà, j'ai bien mis le point virgule après. Ensuite, je vais ajouter mes valeurs. Donc un insert into ville. Je vais juste renseigner le nom, le département, la distance, et je vais mettre mes valeurs. Donc la première ville sera mot, département 77 et à 0 km de mot. La deuxième ville sera Melun, aussi dans le 77 à 65 km de mot. En fait, à vol d'oiseau, je pense que c'est un peu plus près. Ensuite, on va avoir Créteil. Alors là, comme c'est de la chaîne de caractères, j'ai le droit, je peux mettre un accent sans problème, qui est dans le département 94 à 50 km de mot. Et enfin, Choconin, qui est dans le département 77 et se trouve à 7 km de mot. Et puis, je ne suis pas obligé de le faire, hein, mais pour voir si tout s'est bien enregistré, j'ai quand même intérêt à faire un select. A priori, ça s'est bien enregistré. Modifier la table des élèves afin de lui ajouter un attribut ville de résistance. Donc, comment est-ce qu'on fait pour modifier une table? C'est un petit peu dessus, c'est la commande alter. Voilà. Alter table, je mets le nom de ma base de ma table et je lui ajoute le champ qui va bien. Donc je vais alter table, c'est la table des élèves que je lui modifie, et je vais lui ajouter. Alors, tout l'intérêt
des bases de données, c'est que je ne vais pas lui ajouter le nom de la ville. Je vais lui ajouter l'identifiant de la ville, qui sera un integer. Et là aussi, je vois si ça c'est bien fait. Select étoile from ville. Non pas from ville, mais from élève. Alors, hop. Voilà. Le double moins, ça permet de commenter. Parce que sinon, évidemment, je ne pouvais pas altérer la table, modifier la table une deuxième fois avec... Enfin, je peux la modifier une deuxième fois, mais pas rajouter le même champ. Ensuite, mais ici, l'identifiant de la ville, c'est ce que l'on va appeler une clé étrangère. Une clé étrangère pour la table des élèves. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, une clé étrangère, c'est un champ qui fait référence à une autre table, et dans cette autre table, ce champ-là est une clé primaire. Donc là, ici, l'identifiant de la ville, c'est une clé étrangère pour la table des élèves, parce que l'identifiant de la ville est une clé primaire pour la table des élèves. Donc ça, on n'a pas besoin de le préciser. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier ma table des élèves, élèves, cette id ville égale, alors pour massiva on a dit que c'était mot, donc numéro 1, where id égale 1. Comme ça, j'ai pas besoin, j'aurais pu mettre où le nom est rouge et ainsi de suite, mais c'est un petit peu plus malin de faire comme ça. Pour Tiavina, on a dit donc, c'est noté quelque part, Choconin, donc ça sera, Choconin c'est le numéro 4, il égale 2. Et enfin, mot encore pour Nino, Nino c'est le 3. Et puis, bah, là aussi, je fais un petit select. Le select, hein, il n'est en aucun cas obligatoire, mais il me permet de visualiser le travail que j'ai fait. Comment pourrait-on faire afficher uniquement la liste des élèves venant de mots? Bon, bah, faire un affichage, c'est un select. Et c'est la commande where, en fait, qui me permet de sélectionner exactement ce que je veux. Les habitants de mots, c'est ceux pour lesquels l'id des villes est égal à 1. Et voilà. Alors on verra dans le deuxième TP que à la place d'id des villes, on peut faire afficher mot en faisant un lien entre les deux tables, mais on n'en est pas encore là. Un petit exercice final. Il nous faut créer une base de données avec beaucoup de choses dedans. Alors, je vais créer une table que je vais appeler élève. Alors, le problème, bien sûr, c'est que là-dedans, j'ai déjà une table qui s'appelle élève. Donc, avant, ce que je vais faire, on va effacer les tables existantes. Voilà. Ensuite, on crée. Et comme ça, en plus, les commentaires, c'est bien pratique. Donc, ma table des élèves, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un ID que je vais appeler ID élève, qui sera... Alors, je ne vais pas m'enquiquiner. Integer not null primary key auto increment. Hop. Ensuite, je vais avoir un nom. J'essaye de respecter la syntaxe qui m'est donnée ici, qui sera du texte. Un prénom qui sera du texte. Et un ID class qui sera un integer. On peut remarquer que ID class, évidemment, va faire référence à la table des classes. Et donc, ça sera une clé étrangère pour cette table. Ensuite, alors, je ne sais pas pourquoi il l'a mis là, mais c'est pas très grave. Hop. Donc la table, cette fois, elle va s'appeler classe. Je vais avoir non pas un ID élève, mais un ID classe. Ensuite, je vais avoir le nom de la classe, et c'est tout.
Et c'est tout. N'oublie pas de fermer ma parenthèse. Alors le problème, en plus, petite digression, c'est que quand il nous donne une erreur, l'erreur elle n'est pas très pratique. Il va nous dire qu'il y a une erreur dans un point-virgule, mais on ne saura pas exactement où. Ensuite, la classe les auteurs de livres. J'aurai un ID auteur, un nom auteur et un prénom auteur. Donc nom auteur qui sera du texte et un prénom auteur qui sera du texte. Remarquez qu'on aurait très bien pu appeler ces champs-là nom et prénom. Ensuite, je vais refaire une création de table avec les styles de livre. J'aurai un ID style et puis le nom du style en fait. Voilà. Après les styles, les ouvrages. Hop, donc j'aurai un ID ouvrage. Hop, ensuite j'aurai un ID auteur qui sera un integer. Un ID style qui sera aussi un integer. Et puis un titre qui sera du texte. Et puis la table des emprunts. Donc j'aurai un ID de l'emprunt. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Un ID de l'ouvrage. Pas bien. Un ID de l'élève. Et puis un rendu. Donc oui ou non en fait. Qui sera nul si le livre n'a pas été rendu. Donc nul, NU2L, donc vide. Et 1 si c'est rendu. Donc évidemment, ça sera un integer. Alors en vrai, il faut savoir qu'il y a d'autres possibilités. On peut notamment mettre des booléens par exemple. Mais bon, là on sort du cadre du programme. Donc c'est créé. Ensuite, remplir avec quelques élèves, auteurs et quelques emprunts. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va remplissage des tables. Alors en vrai, les tables on vous les donnera déjà remplies, mais comme le programme dit que vous devez savoir créer des tables et y insérer des données, ça nous fait un bon exercice là-dessus. Donc insert into, je vais commencer par remplir les classes en fait. Et dans les classes, je ne mets pas tout, je mets juste le nom de la classe. Values, je vais mettre par exemple ECG1, ECG2, j'ai oublié, ECT1 par exemple, ECT2, et puis par exemple PCSI, décidément je suis fâché avec les guillemets, et puis PSI. Voilà. J'ai rempli quelques classes. Alors ici, ça va avoir l'identifiant 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais pouvoir renseigner les élèves. Alors en vrai, j'aurais pu renseigner les élèves d'abord. Donc les élèves, je vais leur donner un nom, un prénom, et puis l'idée d'une classe. Alors ici, je suis en train de me dire que j'ai fait des bêtises. Ça me permet de corriger au passage. Voilà, ça c'est bon. Alors, je vais remettre deux noms. Dans la classe E2. Et je le mets aussi dans la classe 2. Deux élèves, ça suffira. Ensuite, les auteurs.
nom auteur, prénom auteur. Je vais mettre donc des valeurs, par exemple Hugo Victor. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Corneille Pierre. J'en sais rien. Peu importe, 2, ça ira bien. Ensuite, les styles. Alors, en fait, si on les met, si on respecte pas la syntaxe, qu'on met des minuscules, ça va quand même fonctionner. Alors, il vaut mieux conserver quand même la bonne syntaxe qui est les commandes en majuscules et le reste en minuscules. Donc, il faut juste remplir le style. Là aussi, je vais en mettre 2. Roman et théâtre, ça ira bien. Ensuite, les ouvrages. Alors, je vais remplir l'idée auteur, l'idée style, et puis le titre. Victor Hugo, qu'est-ce qu'il a écrit? Beaucoup de choses. Hein. On va commencer par le CID. Alors ça commence mal puisque donc je dois d'abord mettre le nom, le numéro de l'auteur. Donc Corneille c'est 2. Le style c'est du théâtre, donc 2 aussi. Et enfin le titre, le CID ça marche. Victor Hugo, donc lui il est en numéro 1, il va avoir fait un roman numéro 1 qui s'appelle par exemple Les Misérables. Il faudra peut-être une majuscule à Misérables. On va dire que ça va bien, hein. Hop. Et enfin, les emprunts. Alors, qu'est-ce qu'on doit avoir à remplir? L'idée ouvrage, l'idée élève et rendu. Donc, par exemple, on va dire que donc le CID c'est le numéro 1. Le CID a été emprunté par l'élève numéro 1 et n'a pas été rendu. Ensuite, Les Misérables a été emprunté par l'élève numéro 1 et a été rendu. Les Misérables par l'élève numéro 2 et a été rendu, n'a pas été rendu, je vais mettre. Et puis ça ira très bien. Et puis enfin, livre non rendu. Qu'est-ce qu'on va faire? Quels sont les livres qui ont été empruntés mais ne sont pas encore rentrés? C'est donc un select, étoile, from emprunt, where rendu égale nul. Et donc ça devrait nous dire que ces livres-là c'est étonnant. Pourquoi il n'affiche rien? Il y a 2 livres pour lesquels le rendu est égal à nul. Alors, sinon, je vais recréer une... il n'affiche rien. Ça marche. Ah oui, c'est rendu is nul. Voilà. Bon, sinon il suffisait de mettre 0 à la place de nul, hein, on modifie un petit peu les choses. Et
Donc voilà pour ce TP de découverte de SQL. Il y aura un deuxième TP avec quelque chose de beaucoup plus intéressant, les jointures. Alors on va retrouver ces tables-là, mais qui seront déjà pré-remplies. Et on verra comment on peut faire pour que la machine aille piocher différentes informations. Donc ici, par exemple, au lieu de renvoyer le numéro de l'emprunt, le numéro de l'ouvrage, le numéro de l'élève, on pourra faire afficher le nom du livre, l'auteur, et puis quel élève, sans avoir juste des chiffres qui soient difficiles à lire. Voilà pour ce TP.